actuellement postdoc immunologiste. Excuse-moi, j'ai eu un bruit de Teams. Euh, Postdoctorant à New York au sein du Rockefeller Institute. Il travaille dans le laboratoire du professeur Jeffrey Ravech. Euh, il, depuis quelques années, non? Est-ce que tu es encore postdoctorant? Ah ouais, ouais, je suis encore en plein dedans. Je Ouais, pense mi-chemin, ça fait 2 ans et demi maintenant que c'est je. ça. Ouais. En développant, je crois avoir compris plusieurs travaux sur des thématiques très intéressantes dans le cadre d'immunothérapie et aussi sur des travaux en rapport avec l'étude du micro-environnement tumoral et savoir comment le développement de nouvelles modalités d'immunothérapie sur lesquelles vous travaillez pourrait avoir un impact sur le micro-environnement et notamment les high endothelial venules dont vous allez nous parler aujourd'hui. Donc, vraiment un grand plaisir pour nous de te recevoir aujourd'hui. Bah, merci beaucoup pour cette introduction, François-Xavier. Merci pour l'invitation à tous les deux. Moi, c'est comme je disais juste avant que tu te connectes, c'est toujours avec plaisir que je partage les travaux encore plus avancés. Et je trouve l'initiative du journal Club Immuno en ligne vraiment top. Donc, comme tu le rappelais, moi, en ce moment, je suis en postdoc, mais c'est pas forcément de ça dont je vais parler aujourd'hui, ce serait un peu précoce. Donc, postdoc dans le labo de Jeff Ravech à l'université Rockefeller à New York, où effectivement, on travaille sur des nouvelles formes d'immunothérapie avec des anticorps qu'on dit FC engineered, où on va modifier en fait le domaine FC des anticorps pour essayer de potentialiser l'efficacité de ces traitements. Donc, il y a notamment un anticorps agoniste de CD40 qui est en clinique et qui est déjà donc testé chez les patients. On essaie de voir comment ça fonctionne. Et on a aussi des programmes précliniques, des projets où je suis bien impliqué, c'est sur la déplétion des Treg, avec notamment les anti-CCR8. Mais bon, ça sera peut-être tout. Juste une petite question. Bonjour, Charles-Antoine Luther. Vous Bonjour. faites travailler sur le glyco-engineering des FC, c'est ça? Alors, ça peut être le glyco-engineering, oui. C'est en fait simplement les modifications générales du FC. Donc, ça peut être des mutations ou du glyco-engineering. On va enlever par exemple la fucosylation. Dans le domaine de l'anti-inflammation, ça sera plutôt au niveau de la sialylation que ça va se jouer. Mais c'est toutes ces D'accord, approches-là. Mais c'est pas que du thérapeutique. Il y a aussi beaucoup de fondamental où on essaie de comprendre la biologie des anticorps, évidemment. Jeff, ça fait d'accord. des années qu'il travaille là-dessus. Ouais, parce que je me rappelle avoir travaillé sur l'asparagine 297 pendant ma thèse. Ah Donc, ben alors ça oui, c'est le point central au niveau des domaines FC. Ouais. d'accord. Bon, mais par Merci. contre, c'était juste pour recontextualiser un peu mon affiliation actuelle, mais Oui, c'est oui, ce dont je vais parler aujourd'hui. On va parler plutôt des projets de thèse. Là, un sujet radicalement différent, c'est sur les vaisseaux achevés. Donc pour High Endothelial Venules. Et juste pour préciser, donc, alors, est-ce que c'est bon, ça marche? Juste pour rappeler où est-ce que j'ai fait ma thèse, donc c'était dans le laboratoire de Jean-Philippe Girard, à l'IPBS, donc l'Institut de pharmacologie et de biologie structurale à Toulouse. Dans son labo, Jean-Phi, il y a deux grands axes de recherche. Donc le premier, c'est l'axe historique, c'est sur les vaisseaux achevés. Donc ces vaisseaux spécialisés dans le recrutement des lymphocytes, comme on va le voir, c'est un sujet qu'il a ramené de son postdoc de chez Tim Springer à Harvard, à Boston, il y a une trentaine d'années. Et depuis, il a eu le cesse de s'intéresser à ces vaisseaux, essayer de caractériser sur le plan moléculaire, fonctionnel, et aussi de voir l'implication qu'ils peuvent avoir dans certaines pathologies, notamment dans le cancer. Et il y a un autre axe de recherche dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais que je voulais juste évoquer pour faire une présentation complète du labo, c'est l'IL-33. Donc pourquoi est-ce que le labo s'est retrouvé à s'intéresser à l'IL-33? C'est tout simplement parce que cette molécule, c'est une cytokine qui est importante dans le système immunitaire. Elle a été initialement découverte dans le noyau des vaisseaux achevés. C'était un facteur en fait qui était enrichi dans le noyau des vaisseaux achevés. Et donc depuis, le labo continue de s'intéresser beaucoup à la biologie de cette cytokine et son implication dans les pathologies comme l'allergie, l'asthme. Et c'est notamment Corinne Quérol, la femme de Jean-Philippe qui travaille dans le labo, qui s'intéresse beaucoup à ces thématiques. Donc c'était juste pour le petit point d'introduction. Si jamais il y a des étudiants en thèse ou des gens qui cherchent des postdocs, c'est vraiment un très bon labo d'immunologie dans le sud de la France que je recommande fortement. Donc, qu'est-ce que sont les vaisseaux achevés? J'imagine que tout le monde n'est pas forcément familier avec ce type de vaisseau. C'est un peu un sujet niche quand même en immunologie. Et c'est un sujet qui est à mi-chemin entre la biologie vasculaire et l'immunologie, puisqu'en fait, la fonction principale de ces vaisseaux, elle est directement reliée au système immunitaire, comme on va le voir. Ils sont spécialisés dans le recrutement des lymphocytes depuis le sang.
Donc, c'est un type de vaisseau particulier qu'on voit en conditions normales uniquement dans les organes lymphoïdes secondaires, donc tout ce qui va être ganglion, les plaques de Peyer, mais aussi les amygdales, etc. Et en conditions non pathologiques, dans les tissus périphériques, comme la peau, je ne sais pas, n'importe quel organe, on n'est pas censé avoir des vaisseaux achevés. Donc, au niveau micro-anatomique, ces vaisseaux achevés, ils se développent au niveau des vénules postcapillaires. Donc, c'est vraiment les toutes premières vénules après les réseaux de capillaires. Et c'est à ce niveau-là que va se faire la majorité des événements de recrutement des cellules immunitaires, en particulier des lymphocytes. Et en termes de caractéristiques qui vont permettre de les définir et de les distinguer des autres vaisseaux, premièrement, ce qui saute aux yeux, c'est leur morphologie. Donc, ils ont cette fameuse morphologie cuboïdale qui leur vaut leur nom de high endothelial vénule et qui les distingue en fait très nettement des autres types de vaisseaux qui sont plutôt en général une morphologie très aplatie. Donc, c'est comme ça qu'ils ont été identifiés à la base, qu'ils ont été repérés il y a plus d'une centaine d'années. Et après, il aura fallu 60 ans plus tard, avec les expériences pionnières de Gowans, où il a injecté dans des rats des lymphocytes radiomarqués. Et il aura fallu ces 60 ans pour comprendre en fait leur fonction, à savoir que ce sont les portes d'entrée majeures des lymphocytes dans les organes lymphoïdes secondaires. Donc vraiment un rôle clé dans un processus qu'on appelle la recirculation des lymphocytes, qui est lui-même clé pour toute réponse immunitaire adaptative. Il y a deux outils, deux approches que je voulais juste introduire ici sur cette slide, qui sont essentiels pour l'étude des vaisseaux achevés, et notamment dans le contexte du cancer. C'est l'anticorps monoclonal MECA79 qui permet de marquer spécifiquement les vaisseaux achevés. Et c'est un outil qui est assez formidable puisqu'il fonctionne dans toutes les espèces, chez la souris, chez le rat et chez l'humain. Et aussi l'apport très important de la microscopie intravitale. Donc ça, c'est des approches où on va pouvoir, sur un animal vivant, aller visualiser en direct les interactions entre des lymphocytes qui circulent dans le sang et les cellules endothéliales des vaisseaux achevés. Et c'est grâce à cette microscopie intravitale qu'on a pu, de manière très fine, caractériser les différentes étapes du recrutement des lymphocytes que je vais présenter assez brièvement ici. Donc un lymphocyte qui circule dans le sang, comment est-ce qu'il est recruté par un vaisseau? Ça se fait en trois grandes étapes. Il y a le rolling, ou roulement en français, le sticking et la transmigration. Et chacune de ces étapes est contrôlée par des voies moléculaires distinctes. Donc la première étape de rolling, il faut la voir en fait comme vraiment la première phase qui va permettre aux lymphocytes de freiner tranquillement sur la paroi du vaisseau, parce qu'il faut se rappeler que bon, le débit sanguin est quand même assez fort, donc un lymphocyte qui circule dans le sang, il arrive à grande vitesse. Donc il ne peut pas s'arrêter d'un coup, il faut d'abord ces premières étapes de roulement qui vont vraiment faire office de freinage. Et ça va être dépendant de la L-sélectine. Donc la L-sélectine qui est exprimée à la surface des lymphocytes, notamment les lymphocytes naïfs et certains lymphocytes mémoire. Et cette sélectine, elle va interagir avec un ensemble de glycoprotéines qu'on appelle les HEV sialomucines. C'est des protéines qui sont produites abondamment à la surface des vaisseaux HEV et qui vont être glycosylées grâce à un certain nombre d'enzymes qui sont spécifiquement exprimées au niveau des vaisseaux achevés, par comparaison aux autres vaisseaux. Donc, on a notamment des glycosyltransférases et des fucosyltransférases. Et ça, c'est important de le préciser parce que ça fait vraiment partie du phénotype clé achevé. C'est ce qui définit un achevé. Donc, c'est la première étape, c'est le rolling et c'est dépendant de la L-sélectine. L'autre point important que je voulais préciser ici, c'est que ces ligands qui définissent les achevés, ce sont aussi ceux qui sont reconnus par l'anticorps MECA119. Donc, c'est un marqueur qui est biofonctionnel, en fait. C'est un biomarqueur. Une fois que le lymphocyte a fini son rolling, il y a la seconde étape qu'on appelle le sticking. Et là, ça va être dépendant d'interactions avec les chimiokines. Donc, il y a notamment CCL21 qui va être produite de manière abondante et qui va s'accumuler au niveau de la lumière des vaisseaux. Et le lymphocyte qui roule, il va interagir avec CCL21 via CCR7. Ça va permettre une adhésion plus ferme sur la paroi de l'endothélium et ça va permettre à l'intérieur du lymphocyte l'activation des intégrines, notamment LFA1, qui permettra ensuite l'interaction avec ICAM1 et ICAM2. Et s'en suivra l'étape de transmigration. Donc, on va voir le lymphocyte qui rentre dans le tissu en passant entre les cellules endothéliales. Donc, c'est comme ça que se fait le recrutement d'un lymphocyte depuis le sang à travers le vaisseau achevé. Donc ça, c'est une étude que je voulais souligner du laboratoire. C'était des résultats assez inattendus. C'est en ce qui concerne la régulation des vaisseaux achevés à l'âge adulte. Le laboratoire a découvert que les cellules dendritiques, qui sont très connues pour leur rôle dans la présentation des antigènes et l'activation des lymphocytes, sont aussi les cellules responsables du maintien du phénotype achevé mature chez un animal adulte. Donc ça, c'est des expériences qui avaient été faites dans les souris CD11C DTR par Christine Moussion. Et elle s'était aperçue que lorsqu'on déplète les cellules dendritiques dans un animal,
on a un impact assez rapide et fort sur les vaisseaux achevés. Ils perdent leur phénotype et ils se dédifférencient. Ça a pu être analysé au niveau moléculaire. Ils ont vu qu'en fait, les enzymes clés, notamment, et un certain nombre de gènes clés qui définissent le phénotype achevé, étaient très fortement down-régulés lorsqu'on enlevait les cellules dendritiques. Et cette disparition des phénotypes achevés, ça a une incidence directe sur le recrutement des lymphocytes. Donc, ça a été démontré par des expériences fonctionnelles, des short-term homing assays. Donc, on va injecter des lymphocytes chez la souris, on récupère ensuite les ganglions et on regarde ce qui est rentré. Et on voyait qu'en l'absence de cellules dendritiques, en fait, il n'y avait quasiment pas de recrutement. L'autre point important qui avait été identifié, c'est la voie moléculaire par laquelle les cellules dendritiques maintiennent le phénotype achevé. Et en fait, le récepteur impliqué, c'est le récepteur de la lymphotoxine bêta qui est exprimé sur les cellules achevées et les cellules dendritiques vont exprimer les ligands, la lymphotoxine et LIGHT. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils vont maintenir continuellement le phénotype achevé. Donc, c'était important de préciser ça, puisque c'est une voie moléculaire sur laquelle on va pouvoir jouer dans le contexte du cancer lorsqu'il s'agit de moduler les vaisseaux achevés. Donc, c'est ce que je voulais dire sur la biologie un peu générale des vaisseaux achevés dans les conditions normales, dans les organes lymphoïdes secondaires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que très vite, on s'est aperçu qu'il y a des vaisseaux de type achevé, qu'on appelle achevé-like, qui peuvent se développer dans certaines conditions pathologiques, et notamment dans tout ce qui est maladie et inflammation chronique. Donc, il y a un bon nombre de maladies auto-immunes, mais aussi dans les maladies, les réponses allergiques. On voit que parfois, en conditions d'inflammation chronique, il y a des vaisseaux avec la morphologie cuboïdale qui sont reconnus par l'anticorps MECA79 et qui, en général, sont associés à un infiltrant lymphocytaire qui vont se développer. Et dans ce contexte, ça va être quelque chose de plutôt délétère, évidemment, puisque ces vaisseaux dits HEV-like vont favoriser l'inflammation en stimulant le recrutement de lymphocytes pathologiques. Donc, si on devait dresser ici une perspective thérapeutique, dans tout ce qui va être maladie et inflammation chronique, l'intérêt, ça serait plutôt d'aller bloquer ces vaisseaux achevés ou du moins d'essayer de limiter leur formation. Mais si maintenant on réfléchit au contexte du cancer, l'hypothèse serait totalement opposée. Et en fait, ça, c'est les hypothèses de travail que s'est posé Jean-Philippe lorsqu'il est rentré de son postdoc. Il s'est demandé, bon, puisqu'on voit des vaisseaux achevés qui se développent dans les maladies inflammation chronique, on a probablement aussi des vaisseaux achevés qui se développent dans les tumeurs solides. Et dans ce cas-là, ça serait quelque chose de plutôt intéressant, puisque ces vaisseaux achevés, s'ils conservent leur fonction qu'on leur connaît dans les ganglions, eh bien, probablement, ils permettraient à beaucoup de lymphocytes de rentrer dans les tumeurs, et ça permettrait de stimuler la réponse antitumorale. Et si on réfléchit là maintenant à une perspective thérapeutique, l'intérêt, ça serait plutôt d'aller moduler, d'aller stimuler la formation de ces vaisseaux achevés. Donc, c'était les deux grandes hypothèses de départ de Jean-Philippe lorsqu'il a lancé ce projet. Et donc, je vais juste rappeler les travaux pionniers sur les HEV cancer qui ont été faits par le laboratoire. Donc, en 2011, avec Ludovic Martinet et Ignacio Garrido, ils ont screené un certain nombre de tumeurs primaires de différents types de cancers et avec l'anticorps MECA119. Et ils se sont aperçus que oui, effectivement, on voit des vaisseaux achevés qui se développent dans les tumeurs. Alors, ce n'est pas systématique, c'est assez hétérogène d'un patient à l'autre, mais on en voit quand même assez souvent. Et ce qui avait pu être vu à l'époque, notamment dans le cancer du sein, sur une cohorte de patients assez élevée, c'est que ces vaisseaux achevés de tumeurs, qu'on appelle les Tumor Associated HEVs maintenant, eh bien, ils sont très fortement associés à l'infiltration des lymphocytes. Donc, ce qui suggère qu'ils conservent leur fonction et qu'ils ont une fonction similaire aux vaisseaux achevés de ganglions. Et en termes de pronostic clinique, ce qui avait pu être vu aussi par analyse rétrospective, eh bien, c'est que les patients qui avaient des tumeurs enrichies en vaisseaux achevés avaient en général une bien meilleure survie. Donc, ce qui suggérait qu'on avait des bons vaisseaux ici, puisque ces vaisseaux permettent le recrutement des lymphocytes qui, derrière, vont aller éliminer les cellules cancéreuses. Donc, à cette époque, c'était quand même un résultat assez surprenant, puisque ça contrastait avec tout le domaine de l'angiogénèse, où en général, on voyait les vaisseaux sanguins comme quelque chose de plutôt négatif, qui favorise la croissance de la tumeur, qui favorise le processus métastatique. Et bien là, ça permettait de nuancer un peu le propos. Tous les vaisseaux ne sont pas les mêmes. Il y en a qui sont plutôt bénéfiques parce qu'ils seraient impliqués dans la réponse immunitaire antitumorale. Donc, ça avait été vu initialement dans le cancer du sein, mais le labo a répliqué les mêmes observations dans le contexte du mélanome. Et depuis, ça a été étendu à tout un tas de types de cancers par différents groupes. Dans le contexte des immunothérapies anticancéreuses, on s'aperçoit aussi qu'en général, plus il y a de vaisseaux achevés dans une tumeur, meilleure est la réponse. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va voir notamment dans le cadre de l'article que je vais présenter. Donc, voilà pour l'introduction.
Donc maintenant, si on essaie de prendre un peu de recul sur ces résultats et qu'on essaie de repositionner les vaisseaux achevés dans le contexte général de l'immunité anticancéreuse, l'idée évidente ici, c'est de se dire que probablement ces vaisseaux achevés de tumeurs, lorsqu'ils se développent, leur rôle, ça va être de faire rentrer les lymphocytes depuis le sang vers la tumeur. Donc ça serait vraiment l'étape frontière essentielle entre le ganglion drainant la tumeur et la tumeur. Donc, c'était l'hypothèse de travail qu'on s'était posée dans l'équipe avant la publication de ce premier article que je vais présenter. Euh, il y avait eu tous ces travaux de corrélation et d'association sur les échantillons humains qui permettaient vraiment de soulever des hypothèses sur la fonction des vaisseaux achevés. Mais pour le démontrer de manière formelle, il fallait passer par le modèle murin et faire des études mécanistiques. Donc, ça a été vraiment tout l'objet de cet article qui a été un travail de longue haleine sur plusieurs années, qui a impliqué beaucoup d'étudiants en thèse et une postdoc, donc Assia Asrir, Claire Tardiveau, Juliette Couder, Robin Laffont et moi-même. Et on était assez satisfait de cette étude parce que c'était quand même un gros travail de caractérisation moléculaire des vaisseaux achevés de tumeurs. L'idée, c'était d'essayer de se demander quelles sont les similitudes et les différences entre un vaisseau achevé qui se développe dans une tumeur et un vaisseau achevé dans le ganglion. Essayer d'étudier la fonctionnalité de ces vaisseaux achevés de tumeurs. Certes, on en voit, mais est-ce qu'ils sont capables de recruter de manière efficace? Et enfin, quel est leur rôle dans le contexte d'immunothérapie? Est-ce qu'ils vont participer à la réponse? C'était vraiment les grandes questions qu'on se posait à ce stade. Donc, comme je le disais, pour répondre à ces questions, on a quitté les études sur les échantillons de patients. On est passé sur l'animal murin. On a travaillé sur différents types de tumeurs sous-cutanées, différents types de cancers, différents fonds génétiques. Et on s'est aperçu que dans ces modèles, en tout cas au stade les plus précoces de développement de la tumeur, on voit des vaisseaux reconnus par l'anticorps MEK79 qui se développent spontanément et qui sont associés à l'infiltration des lymphocytes T, comme vous pouvez le voir sur cette coupe d'histo. Donc, ça signifiait qu'on pouvait avoir un modèle ici qui nous permettait de répondre à nos questions. Donc, premier point qu'on a essayé sur lequel on a travaillé, ça a été la caractérisation moléculaire de ces vaisseaux achevés de tumeurs. Donc, il a fallu mettre en place un protocole qui permettait donc l'analyse par cytométrie en flux, mais surtout le cell sorting de ces cellules achevées pour pouvoir les caractériser avec des approches de type single cell RNA-seq. Donc, c'est ce qui a été fait. Et donc là, je vais simplement synthétiser quelques messages clés. On ne va pas aller dans le détail des gènes. Mais l'approche qui a été conduite ici, on a isolé les cellules achevées de tumeurs en utilisant l'anticorps MEK119. Et on a également comparé ça aux cellules non achevées, MEK119 neg. Et on a fait la même chose dans le ganglion, donc à la fois dans la tumeur et le ganglion, ce qui permettait de comparer les vaisseaux achevés et les vaisseaux non achevés, et cela à la fois dans la tumeur et dans le ganglion. Et donc, le premier message important, le premier résultat important qu'on a pu voir, c'est que ces vaisseaux achevés de tumeur, comme leur équivalent dans le ganglion, sur la base de leur expression transcriptomique, ont une identité clairement de vénule postcapillaire. Donc, ça suggère qu'au sein de la tumeur, le vaisseau achevé, la différenciation vaisseau achevé va se faire à partir des vénules postcapillaires. Le deuxième point important qu'on a vu, c'est que les gènes clés qui définissent le phénotype achevé, qui sont donc impliqués dans la synthèse des ligands de la sélectine, ils sont aussi exprimés. Mais ce qui était intéressant de voir, c'est qu'ils étaient sous-exprimés par rapport à des vaisseaux achevés de ganglion. Donc ça signifie qu'il y a une notion un peu d'immaturité en ce qui concerne le vaisseau achevé de tumeur par comparaison au vaisseau achevé de ganglion, qui est vraiment la référence. En revanche, ils avaient quelque chose de supplémentaire par rapport au vaisseau achevé de ganglion, c'est qu'ils exprimaient énormément tout ce qui est molécules pro-inflammatoires, qui sont notamment impliquées pour le recrutement des lymphocytes effecteurs. Donc tout ce qui va être P-sélectine et E-sélectine. On a notamment pu voir que au sein de l'arbre vasculaire tumoral, ce sont les vaisseaux achevés qui vont être les sites majeurs d'expression de la E et de la P-sélectine par comparaison aux vaisseaux non achevés. Donc, de toutes ces analyses, on en a conclu que les vaisseaux achevés de tumeur, ils avaient un phénotype bifonctionnel, puisqu'à la fois, ils expriment les ligands de la L-sélectine, ça veut dire qu'ils sont en théorie capables de recruter des lymphocytes naïfs et centraux mémoire, mais ils sont aussi des sites importants d'expression de la E et de la P-sélectine, ce qui signifie qu'ils vont pouvoir recruter également des lymphocytes effecteurs. Et donc ça, c'est ce qu'on a testé par la suite avec des expériences de short-term homing. Donc en fait, là, ça consiste tout simplement à injecter des lymphocytes qui sont issus de souris porteuses de tumeurs. On va les marquer,
on les injecte en IV et 1 heure après, on sacrifie la souris, on récupère la tumeur et on regarde les lymphocytes qui sont rentrés. Et donc ça a permis de voir que déjà, premièrement, le recrutement il est effectif. Il y a des lymphocytes qui rentrent à l'intérieur des tumeurs. Et lorsqu'on regarde leur phénotype, eh bien, on s'aperçoit que, en accord avec ce phénotype bifonctionnel, on a un peu de tout qui rentre. On a à la fois des cellules T naïves, des cellules centrales mémoire et des cellules effectrices qui ne vont pas exprimer la L-sélectine. Par comparaison, le ganglion drainant, lui, va recruter essentiellement des lymphocytes naïfs et ne va pas être capable de recruter des cellules effectrices. Donc ça, c'était pour la caractérisation un peu moléculaire fonctionnelle de ces vaisseaux achevés. C'était at baseline, en l'absence de traitement. Ensuite, ce qu'on s'est vite demandé, c'est dans le contexte de l'immunothérapie anticancéreuse, est-ce que ces vaisseaux achevés sont impliqués, est-ce qu'ils sont importants? Et la première question qu'on s'est demandé, c'est premièrement, est-ce qu'ils sont modulés? Est-ce que, par exemple, on voit une augmentation de ces vaisseaux achevés au cours du traitement? Donc, on a travaillé dans notre modèle MCA-PROG, qui est un modèle de fibrosarcome qui, en fait, nous vient de Bob Schreiber. C'était les modèles historiquement utilisés pour tous les travaux sur l'immunoediting. Et on l'a traité avec une combinaison d'immune checkpoint inhibitor, donc à la fois l'anti-STELA4 et l'anti-PD1. Quand j'utilise le terme ICB, c'est la combinaison de ces deux anticorps. Et ce qu'on a vu ici, c'est qu'en fait, au cours du traitement, il y avait un effet sur les vaisseaux achevés. C'est-à-dire la fréquence de ces cellules achevées parmi les cellules endothéliales totales était significativement augmentée au cours du traitement. Et c'était associé à un meilleur recrutement des lymphocytes T CD4 et CD8. Donc, ce qui suggérait que peut-être ces vaisseaux achevés sont impliqués dans la réponse. Ils vont être impliqués dans le recrutement des lymphocytes au cours du traitement. Et donc, pour démontrer ça, en tout cas pour l'étudier, on a eu recours aux approches de microscopie intravitale que je présentais un peu plus tôt en introduction. Donc ça a été fait par une ingénieure de recherche dans le labo qui est spécialisée sur cette approche-là, c'est Elisabeth Bella. Et donc elle a mis en place un protocole qui permette à la fois de marquer les vaisseaux achevés en injectant en intraveineux l'anticorps MECA119 fluorescent. Donc comme vous pouvez le voir sur l'image de gauche, en fait, ça permet de repérer où sont les vaisseaux achevés au niveau de l'arbre vasculaire tumoral. Et en même temps, on va injecter des lymphocytes qui sont marqués avec aussi un composé fluorescent. Et ça va permettre de pouvoir quantifier les interactions entre les lymphocytes qui circulent et les vaisseaux de la tumeur. Et donc, ces expériences, elles ont été faites dans 3 modèles différents, 3 fonds génétiques différents. Et ce qui a été quantifié précisément, c'est les 2 étapes premières du recrutement, le rolling et le sticking. Et là, les résultats étaient sans appel. On a pu voir que les événements de rolling, en fait, se faisaient quasi exclusivement au niveau des vaisseaux achevés, au sein de l'arbre vasculaire tumoral. Et en ce qui concerne les étapes de sticking, c'était exclusivement sur les vaisseaux achevés. Donc, on a conclu de ces expériences que les vaisseaux achevés des tumeurs, lorsqu'ils sont présents dans la tumeur, ça va être vraiment les portes d'entrée majeures des lymphocytes au cours de l'immunité et du traitement par immunothérapie anticancéreuse. On a pu aussi imager l'étape finale du recrutement, à savoir la transmigration. Donc pour ça, il a fallu passer sur du multiphoton, parce que pour voir le lymphocyte pénétrer à l'intérieur des tissus, il faut aller un peu plus en profondeur. Et là, c'est pareil. Ça a pu être imagé par Elisabeth. Donc on a pu voir vraiment du rolling jusqu'à la transmigration des lymphocytes rentrer à l'intérieur des tumeurs via les vaisseaux achevés. Donc, voilà ce qu'on a pu voir. Ce sont les portes d'entrée majeures lorsqu'on fait un transfert adoptif de lymphocytes. Mais on s'est demandé quelle est l'importance réelle de ce recrutement au cours d'un traitement par immunothérapie. Certes, lorsqu'on injecte des lymphocytes en grand nombre et qu'on les visualise, on voit qu'ils rentrent par les vaisseaux achevés, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'au cours du traitement, c'est important. Donc, pour répondre à cette question, on a décidé de bloquer le recrutement in vivo. Donc, on est allé agir sur les 2 voies moléculaires qui sont clés pour le recrutement des lymphocytes par les vaisseaux achevés, à savoir la L-sélectine et la voie des EP-sélectines en bloquant le ligand PGL1. Donc, c'est un double blocage qu'on a fait juste avant le début du traitement par immunothérapie. Et ce dont on s'est aperçu, en quantifiant les lymphocytes CD8 et CD4 à l'intérieur des tumeurs, c'est que, tel qu'attendu, ces populations cellulaires s'expandent massivement au cours du traitement. Mais si on bloque ces voies moléculaires, eh bien, on limite très fortement l'expansion. Donc, ce qui suggère que il y a d'une part un recrutement massif de lymphocytes au cours de l'immunothérapie qui se fait dans les tumeurs, et il est très probablement médié en grande partie par les vaisseaux achevés de tumeurs. En tout cas, c'est ce qu'on a pu voir dans ce modèle.
Et pour terminer avec les expériences chez la souris, la dernière question qu'on s'est posée, et c'était là plutôt une perspective thérapeutique, c'est si ces vaisseaux achevés sont si importants pour le recrutement des lymphocytes dans les tumeurs, dans ce cas, ça pourrait être intéressant d'aller les moduler et d'essayer d'augmenter leur quantité ou d'augmenter leur fonctionnalité. Notamment, on avait pu voir via les expériences de single-cell RNA-seq qu'ils avaient un profil immature, ça veut dire qu'il y avait une marge de progression. Donc nous, on s'est dit, puisque la voie du LTBTR est essentielle pour la régulation des vaisseaux achevés normaux dans les ganglions, il y a de grandes chances que si on agit sur cette voie-là, on puisse augmenter la quantité ou du moins la fonctionnalité de ces vaisseaux. Donc pour ça, on a utilisé un anticorps agoniste qui est du LTBTR, qui est un anticorps qui est capable d'activer le récepteur. Et on l'a utilisé en combinaison avec le double immune checkpoint blockade, anti-STELA 4, anti-PD1. Et donc, on a fait des analyses des vaisseaux achevés, puis on a aussi analysé les effets antitumoraux. Et donc, ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, il y avait des effets très forts sur les vaisseaux achevés. On augmente la quantité, mais on augmente aussi leur niveau de maturité. Déjà, en termes de morphologie, on va retrouver beaucoup plus ces vaisseaux achevés cuboïdaux, alors que chez la souris, dans les modèles de tumeurs sous-cutanées, ils sont plutôt tendance à être quand même, comme je disais, immatures, et ça se voit aussi au niveau de la morphologie. Ils sont plus aplatis. Au niveau moléculaire, on a pu voir que les gènes clés du phénotype achevé, ils étaient aussi éprégulés. Et enfin, en termes d'effet antitumoral, eh bien, on a pu voir que dans notre modèle où, certes, la double immune checkpoint blockade a un effet sur le contrôle des tumeurs, mais ce n'est pas associé à une régression de la tumeur. Lorsqu'en revanche, on a fait la trithérapie, on a pu commencer à voir des événements de régression des tumeurs dans notre modèle, ce qui permettait d'apporter la preuve de concept que moduler la quantité et le phénotype des vaisseaux achevés, ça peut améliorer la réponse aux immunothérapies. Et donc, pour terminer ce projet, on est reparti chez l'homme sur la base de ces travaux chez la souris où on a pu identifier un rôle important des vaisseaux achevés dans la réponse aux immunothérapies anticancéreuses. On s'est demandé si cette fonction est conservée chez l'homme, très probablement, avoir plus de vaisseaux achevés dans une tumeur, ça permettra d'avoir une meilleure réponse aux immunothérapies. Donc, pour répondre à cette question, on a collaboré avec le professeur Caroline Robert à l'Institut Gustave Roussy, qui est spécialiste donc, du traitement du mélanome métastatique, notamment par immunothérapie. Et sur une cohorte de patients assez large, on est allé quantifier les vaisseaux achevés observés sur coupe et on a vu en fait comment est-ce que ça s'associe à la réponse et à la survie après traitement. Et donc, les résultats de ces analyses, c'est qu'au sein de la cohorte globale, on a pu voir que le score achevé, donc l'abondance en vaisseaux achevés, permettait de prédire la réponse aux immunothérapies. Et là où c'était assez intéressant, c'est quand on a fait des analyses sous-groupes, on a obtenu un résultat qui était qui était un peu inattendu et qu'on n'explique pas encore à l'heure actuelle. C'est qu'on avait en fait une cohorte de patients qui étaient traités par anti-PD1 seul, ou on avait aussi des patients qui avaient la combinaison anti-PD1 anti-STELA4. Et quand on a fait les analyses par sous-groupe, on s'est aperçu que le pouvoir prédictif des vaisseaux achevés était perdu dans le sous-groupe anti-PD1, mais en revanche, il était très fort dans la combi anti-PD1 anti-STELA4. Et ça, c'est des choses qu'on a retrouvées aussi par l'analyse de survie. Et donc, ça signifie que les vaisseaux achevés, analysés via ce marqueur MECA119, pourraient être un bon biomarqueur de réponse à la combinaison anti-PD1, anti-CTLA4. Ce qui est assez intéressant quand même, parce que à l'heure actuelle, cette combi, on sait qu'elle est un peu plus efficace que la monothérapie seule, en tout cas dans le contexte du mélanome métastatique, mais elle est aussi associée à beaucoup plus de toxicité. Donc, c'est-à-dire qu'il est très important. Enfin, il est important et il est nécessaire d'identifier des outils, des biomarqueurs qui permettent de mieux sélectionner les patients qui ont le plus de chances de répondre à cette combinaison. Et on pense que le marqueur MECA119 peut être ce type de biomarqueur. Bon, ça reste à être confirmé dans une seconde cohorte, bien entendu. Mais en tout cas, c'est assez prometteur. Donc voilà la conclusion pour ce premier projet. Vraiment une étude fondamentale assez poussée sur les vaisseaux achevés de tumeurs, mais avec certaines implications thérapeutiques et cliniques. Donc on a pu définir le phénotype de ces vaisseaux achevés. On a vu que c'était bifonctionnel, que c'était différent d'un vaisseau achevé de ganglion, mais qu'il y avait quand même des similitudes. On a pu voir que c'était, en tout cas dans les modèles murins, les portes d'entrée majeures des lymphocytes dans les tumeurs. On a apporté la preuve de concept que la modulation de ces vaisseaux achevés pouvait être bénéfique et stimuler l'efficacité des immunothérapies anticancéreuses.
Et enfin, on pense que ces vaisseaux achevés chez les patients pourraient permettre de prédire la réponse à la combi anti-PD1, anti-CTLA4. Donc maintenant, je vais vous parler du second projet. Et donc l'idée de ce second projet, c'était de se dire, bon, si ces vaisseaux achevés sont si intéressants, ça serait vraiment bien d'avoir un outil qui permette de les moduler chez les patients. On a pu voir que les anticorps agonistes du LTBTR, ça peut être une voie possible. Le souci, c'est que ça va pas être immédiat. Il y a quelques anticorps agonistes qui sont en phase 1 à l'heure actuelle, mais ce n'est pas forcément la voie sur laquelle on parierait le plus parce que c'est une voie qui est complexe à moduler chez les patients parce que le récepteur, il est exprimé un peu partout. Et en plus, il faut aller s'assurer de stimuler le récepteur avec les bons outils. Lorsqu'il s'agit de faire de l'agonisme, donc lorsqu'il s'agit d'activer un récepteur avec un anticorps, il faut vraiment faire attention au FC format qui est utilisé. On a pu le voir avec les anticorps agonistes de CD40. Donc ceux qui, je ne sais pas si vous êtes renseignés sur le sujet, mais les anticorps qui sont disponibles à l'heure actuelle, ils sont justement pas FC optimisés. Donc il y a de grandes chances en fait qu'ils ne fonctionnent pas pour ces raisons, enfin, du moins en partie pour ces raisons. Donc on s'était dit, la voie du LTVTR est prometteuse, mais à court terme, ça ne va pas marcher. Il fallait quelque chose de plus immédiat et de manière à pouvoir transférer ces découvertes chez les patients. Et donc l'idée qu'on a eue, c'est de travailler avec les anticorps anti-STELA4. Et je vais vous expliquer pourquoi en fait c'était quelque chose de potentiellement pertinent et intéressant, bien que ce soit assez surprenant, puisque l'anti-STELA4, c'est un inhibiteur de checkpoint. Et a priori, on ne s'attend pas forcément à des effets sur le vaisseau. Donc, c'est le second article que je vais vous présenter aujourd'hui, qui a été publié un peu avant c'est l'été dernier dans Cell Report Medicine, et que j'avais fait donc en collaboration avec Stéphane Aligna, aussi dans le laboratoire de Jean-Philippe Girard, et aussi intéressé en fait, aux anti-TLA4 de seconde génération, qui sont FC Enhanced, et on a pu voir en fait, que ces composés pourraient potentiellement être des bons agents pour moduler les vaisseaux achevés. Donc, d'où est-ce qu'il part ce projet? C'est d'une observation qu'on avait faite dans le précédent article. Donc, si vous vous rappelez, je vous ai dit que lorsqu'on traite les tumeurs avec la combinaison anti-STELA4 anti-PD1, on voyait un effet d'augmentation des vaisseaux achevés. Donc, nous, on s'était demandé, bon, est-ce que c'est le résultat de la synergie de ces deux traitements ou est-ce qu'en fait, c'est un effet qui est dépendant de l'anti-STELA4 ou de l'anti-PD1? Ce qu'on avait pu voir, c'est qu'en fait, l'effet, il était drivé essentiellement par l'anti-STELA4. L'anti-PD1 seul, dans notre modèle, il n'était pas capable d'agir sur les vaisseaux. C'était l'anti-STELA4. Donc ça, c'était assez intéressant. On s'est demandé d'où ça venait et puis on s'est dit, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait potentiellement exploiter? Donc, juste pour rappel, comment est-ce que ça fonctionne, l'anti-STELA4? Donc, il y a évidemment l'effet primaire, c'est pour ça que ces outils ont été développés, c'est le blocage du checkpoint. Donc, checkpoint qui est exprimé à la surface des lymphocytes T et qui va réguler leur activation. Donc, lorsqu'on arrive avec un anti-CTLA4, on va justement baisser le seuil nécessaire pour l'activation des lymphocytes, donc ce qui va faciliter le priming et permettre l'activation de plus de lymphocytes. Donc, ça, c'est tous les travaux initiaux de Jim Allison et d'un certain nombre de chercheurs. Mais on s'est aperçu quelques années plus tard que, en tout cas, au moins chez les modèles de tumeurs souris, l'anti-STELA4, il a des effets antitumoraux qui sont aussi dépendants du FC. Ça avait été démontré par le Jeff Ravech en collaboration avec Jim Allison, le groupe d'Alex Herman et aussi le groupe de Ronald Levy avec notamment les travaux d'Aurélien Marabel qui travaillait sur la déplétion des Treg avec l'injection d'anti-STELA4 en intratumoral. Ils ont démontré tous un peu à la même période dans différents systèmes que en fait un anti-STELA4 va avoir la capacité de dépléter les Tregs s'il a suffisamment de fonctions FC effectrices. C'est-à-dire s'il a un domaine FC qui est actif, il va pouvoir dépléter des Tregs dans la tumeur. Et ça s'explique par le fait que les Tregs, ils vont exprimer de manière constitutive STELA4. Ils expriment des hauts niveaux de STELA4 puisque c'est impliqué en fait dans certains mécanismes d'immunosuppression. Mais en plus de ça, oui, pas. Ah. En plus de ça, ce CTLA4, il va être uprégulé au niveau de la tumeur. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, quand on met un anti-STELA4 FC compétent, on va avoir un phénomène d'opsonisation du Treg et ça va activer les cellules NK myéloïdes aux alentours qui vont ensuite éliminer le Treg. Et donc ça, on a pu voir que chez la souris, c'était un des mécanismes d'action majeurs. Voilà. Bon. En revanche,
chez les patients avec les anticorps qui sont disponibles à l'heure actuelle, qui sont approuvés, l'ipilimumab, le trémilumab, c'est des effets qui sont beaucoup débattus. On ne sait pas en fait dans quelle mesure les anti-CTLA-4 sont capables de reproduire ces effets chez les patients. Bon, en tout cas, nous, ce qu'on s'est demandé, c'est, dans un premier temps, cet effet des anti-CTLA-4 sur les vaisseaux, est-ce qu'il est dû au blocage du checkpoint ou est-ce qu'il est dû à un effet FC dépendant? Donc, pour ça, on a collaboré avec le groupe de Jeff Ravech et avec David Knorr, qui était en charge du département cancer au sein de ce labo. Et il nous a envoyé en fait une version FC nulle de l'anti-STELA4 qu'on utilisait chez la souris. Donc cet anticorps, il reconnaît le même épitope. On va bloquer le checkpoint de la même manière. La seule chose qui diffère, c'est qu'on est dans un setting où en fait le FC ne peut pas engager les FC gamma récepteurs. C'est le mutant D265A. Et donc on a répliqué nos expériences initiales. On a vu que l'anti-STELA4, le clone 9D9, avait la capacité d'augmenter les vaisseaux achevés. Mais cet effet, il était complètement perdu lorsqu'on utilisait l'anti-STELA 4 FC nul. Donc il y avait différents effets qu'on pouvait quantifier. La fréquence est augmentée, le niveau d'expression des ligands de la L-sélectine et de la P-sélectine est augmenté au cours du traitement. Mais là encore, on perd lorsqu'on a un anti-STELA 4 qui est FC nul. Et ce défaut de modulation des vaisseaux achevés était aussi associé à un défaut d'expansion des lymphocytes TCD4 et CD8 au sein de la tumeur. Donc, on en avait conclu que cet effet de remodeling des vaisseaux achevés, il est complètement FC dépendant dans le contexte de l'anti-STELA 4. Ensuite, on a essayé de comprendre un peu mieux ce qui se passait, puisque de nouveau, on a un inhibiteur de checkpoint qui agit sur les lymphocytes. On se doute bien que ça ne va pas être un effet direct sur les cellules endothéliales. Les cellules endothéliales, elles n'expriment pas CTLA4, elles n'expriment pas non plus les FC gamma récepteurs. Donc, l'hypothèse, c'était qu'on avait un effet indirect. C'est-à-dire que probablement l'anti-STELA4, via des mécanismes FC dépendants, agissait sur une population de cellules immunitaires, et cette cellule immunitaire, en retour, sécréter des facteurs qui allaient permettre de remodeler les cellules endothéliales. Et notre hypothèse, c'est que ça se joue au niveau des lymphocytes TCD4. Donc, pourquoi on avait pensé au TCD4? C'est parce que dans notre modèle MCA-PROG, at baseline, en l'absence de traitement, on avait pu voir que les vaisseaux achevés qui se développent spontanément, ils dépendent des lymphocytes TCD4. Donc, c'est différent de ce qui est vu avec les vaisseaux achevés de ganglion, où ça dépend des cellules dendritiques. Dans le contexte de la tumeur, en tout cas dans les modèles murins, ça serait plutôt dépendant des lymphocytes T, et nous, c'était CD4. Donc, on s'est demandé, probablement, l'anti-STELA 4, ce qui se passe, c'est qu'il va moduler le compartiment CD4, et ces CD4, en retour, vont agir sur les vaisseaux. Donc, on a étudié un peu plus en détail ces lymphocytes T CD4. On a pu voir l'effet classique qui avait été vu au niveau de la fréquence des Treg. On a une baisse qui est très claire de la fréquence des Treg. En revanche, lorsqu'on a regardé le nombre absolu de Treg et de lymphocytes T conventionnels, donc qui sont non Treg, ce qu'on a pu voir, c'est que le nombre de Treg n'était pas forcément diminué de manière significative. En revanche, ce qu'on voyait, c'était une forte expansion des T conventionnels, ce qui suggérait potentiellement un rôle de cette population au cours du traitement. Et de nouveau, cette expansion, on la perdait en contexte FC nul. Donc pourquoi c'était intéressant? C'est parce que dans le contexte de l'anti-STELA 4, il était déjà connu qu'il y a une population de TCD4 effecteurs qui est présentée comme TH1-like et qui est qui est repérée par une forte expression du marqueur ICOS. C'est une population de effectrices qui est connue pour s'expandre au cours du traitement par anti-STELA 4. Ça avait été vu initialement par Pam Sharma au cours des premiers essais des anti-STELA 4. Ça se voit dans le sang, dans la tumeur. Il y a ces lymphocytes TCD4 qui expriment fortement ECOS, qui produisent de l'interféron gamma qui sont induits au cours du traitement. Et de manière intéressante, c'est quelque chose qui est assez spécifique de l'anti-STELA 4. Le groupe de Jim Allison, il y a quelques années, en fait, il a démontré que l'anti-PD1, par exemple, avait plutôt tendance à agir sur les TCD8. Il va aller stimuler les CD8 exhaustides. L'anti-STELA 4 peut faire quelque chose de similaire, mais en plus, il a une capacité à engager ce compartiment CD4 et à former ces fameux TH1-like CD40 cells qui expriment ICOS. Donc nous, on s'est demandé, bon, peut-être que cette population-là, elle est impliquée dans le remodelage de nos vaisseaux. Donc on l'a suivi par cytométrie. On est allé regarder au sein des TECOM les cellules qui co-expriment ICOS et Tibet, Tibet qui est un facteur de transcription clé pour l'identité TH1. Et ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, l'anti-STELA 4, il induit une expansion de ces cellules au sein des tumeurs. Mais par contre, lorsqu'on utilise un anti-STELA 4 qui est FC nul, on perd complètement l'expansion de ces cellules au sein du microenvironnement tumoral. Donc, il y avait une association assez claire entre l'apparition de ces cellules et le phénotype au niveau des vaisseaux achevés.
Donc à ce stade, on a essayé de démontrer la relation entre les deux. Alors malheureusement, on n'avait pas d'outils qui nous permettaient de cibler spécifiquement la population des TH1-like CD40 cells. Donc on a déplété les CD4 en intégralité. Et ce qu'on a pu voir avec ces expériences, c'est que le remodelage des vaisseaux achevés qui s'opère au cours du traitement par anti-STELA4, il est complètement perdu en l'absence de CD4. Donc ce qui confirme leur rôle clé au cours en ce qui concerne cet effet. Et de manière intéressante aussi, on a pu constater que ce remodelage des vaisseaux qui est CD4 dépendance, il est absent, eh bien on n'a pas une expansion normale des TCD8 dans la tumeur. Voilà. Et c'est que ça ne s'explique pas par un défaut de prolifération, comme vous pouvez le voir sous le graphe de droite, où on a quantifié la prolifération avec le marquage Ki67. On voit que dans la tumeur, la stimulation de la prolif de CD8, elle a bien lieu, mais ça ne permet pas une expansion optimale, donc ce qui suggère qu'il faut du recrutement au cours du traitement et que ce recrutement doit être fait par les vaisseaux achevés. Ce sont nos hypothèses. Donc tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'était chez la souris wild type avec des anticorps de souris. Donc, ce qui est un bon point de départ. Mais le souci, c'est qu'il y a quand même de grandes différences entre les anticorps souris et les anticorps humains, et notamment au niveau du système Fc gamma récepteur. Puisque tous nos effets sont Fc dépendants, on voulait pouvoir vérifier que dans un système humain, qui est quand même très différent de celui de la souris, est-ce qu'on peut les retrouver? Donc, pour ça, on a eu recours à un système de souris qui avait été développé dans le laboratoire de Jeff. C'est des souris dites humanisées, où en fait les souris vont exprimer la version humaine de Stella 4 à la place de la version murine. Et en plus de ça, ils vont exprimer tous les récepteurs humains Fc gamma récepteurs et on enlève les équivalents de souris. Donc cette plateforme-là in vivo nous permet d'étudier en fait les effets d'un anticorps complètement humain. Donc on a utilisé l'ipilimumab, qui est actuellement utilisé chez les patients, qui est approuvé pour le traitement du mélanome métastatique. Et on est allé voir si on pouvait retrouver ces effets de modulation des vaisseaux achevés. L'idée étant de se rapprocher un peu plus du patient et de savoir si cette modulation des vaisseaux avec un anti-STELA 4, est-ce que c'est un concept qui est spécifique à la souris ou c'est quelque chose qui potentiellement pourrait être appliqué aux patients. Donc on a répliqué nos expériences dans les souris humanisées avec l'ipilimumab et on a fait une première expérience où on a comparé l'ipilimumab classique, qui est un FC Human IgG1 wild type, et on l'a comparé à une version FC nulle. Donc ça, je pense que c'était le variant qu'évoquait Charles juste avant, donc l'asparagine 297. Donc lorsqu'on mute cette asparagine, en fait, on perd toute la fonction FC effectrice de l'IgG1. Donc c'est un variant FC nul. Ce qu'on a vu, c'est que l'effet de l'ipilimumab dans notre modèle était très modeste en fait. Il y avait une tendance d'effet antitumoral et une tendance de modulation des vaisseaux achevés, mais ce n'était pas significatif. Mais de manière intéressante, cette tendance, elle était complètement FC dépendante. Et donc sur la base de ces résultats et aussi de nos résultats observés avec les anticorps de souris dans le système wild-type, on s'est dit, bon, il y a probablement un défaut au niveau de la fonction FC effectrice. L'ipilimumab, il n'est pas capable de répliquer l'effet parce que son effet FC effecteur n'est pas suffisamment fort. Donc, on a fait des expériences avec cette fois-ci une version FC enhanced de l'ipilimumab. On a utilisé le variant GALI qui permet d'augmenter l'interaction avec les FC gamma récepteurs activateurs et qui en même temps va permettre de baisser l'interaction avec le FC gamma récepteur inhibiteur. Et ça, c'est un point important. Et là, on a pu voir que cette fois-ci, dans notre modèle, c'était cet ipilimumab GALI, il avait un effet antitumoral et il était capable de moduler les vaisseaux achevés. Donc, pour terminer ce projet, on a quitté ce modèle MCA, on est passé sur un modèle de tumeur froide, le modèle de mélanome B16F10, pour essayer de se rapprocher un peu plus de ce qui est fait des conditions dans lesquelles l'anti-STELA 4 est utilisé chez les patients. Et c'est aussi un modèle de tumeur froide qui est connu pour ne pas répondre aux immunothérapies, ce modèle B16F10. Et donc, on a fait des expériences où on a comparé l'anti-PD1 seul, l'ipilimumab GALI et la combinaison de l'ipilimumab GALI avec l'anti-PD1. Et ce qu'on a pu voir, c'est que cette version FC enhanced de l'anti-STELA 4 avait un effet antitumoral dans le modèle CSF10 et qu'on pouvait améliorer un peu plus cet effet avec une combinaison avec l'anti-PD1. Et on a aussi fait quelques études de profiling au niveau des tumeurs et on a pu voir que cet effet antitumoral, il était aussi associé à une modulation des vaisseaux achevés, que ce soit par cytométrie ou par analyse en histo.
Donc ça suggère que les anticorps anti-Stella 4 de seconde génération, qui sont FC enhanced, potentiellement pourraient être utilisés dans des contextes de tumeurs froides qui sont connus pour ne pas répondre aux immunothérapies, qui pourraient justement les convertir en tumeurs chaudes en favorisant le recrutement et que ça passerait potentiellement par une reprogrammation des vaisseaux. Donc ça, c'est un concept assez intéressant et ce qui laisse penser que ces anti-Stella 4 de seconde génération peuvent vraiment être vus comme des molécules multifonctionnelles. À la fois, on va bloquer le checkpoint, à la fois, on va avoir l'effet de déplétion des Tregs qui avait été décrit déjà il y a plusieurs années. Et ce qu'on voulait montrer ici, c'est qu'on va aussi avoir, via l'activation des CD4, très probablement une reprogrammation des vaisseaux qui va dans le sens justement de la réponse immune antitumorale. Et pour terminer, je voulais juste souligner que à la même période où on a publié cet article, il y a justement un anticorps anti-Stella 4 FC enhanced de seconde génération, l'anticorps botensilimab du groupe Agenus, qui a commencé à faire ses preuves dans des types de cancers assez durs à traiter par immunothérapie, enfin, qui sont connus historiquement pour ne pas répondre. Donc le mélanome, le sarcome métastatique, le cancer colorectal métastatique microsatellite stable, vraiment des conditions où un anti-PD1 ne fonctionne pas en général. Eh bien, cet anticorps-là, lorsqu'il est combiné à un anti-PD1 du même groupe, balstilimab, il y a des taux de réponse qui sont assez intéressants et très prometteurs. Voilà. Donc, est-ce que ça passe par une reprogrammation des vaisseaux? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça veut dire que le concept pourrait déjà être appliqué en clinique potentiellement. Et je vais m'arrêter là. Je vais juste prendre le temps de remercier brièvement un peu toutes les personnes qui étaient impliquées dans ces projets. Donc, au niveau de l'équipe Girard, il y a une première photo qui date de 2018, c'est pour le premier papier. Donc, il y avait les premiers auteurs, pour rappel, Juliette Couder, Assia Asrir, Claire Tardiveau, Robin Laffaux. Et le second projet, ça s'était commencé en 2022. C'était Stéphania Vigna, Jarko Ljubetic et Cécile Mener qui avaient été beaucoup impliqués. Merci aussi aux organismes qui financent toutes ces recherches, les plateformes, les collaborateurs Gustave Roussy, professeur Karine Robert et Jean-Yves Skoazek, et évidemment Jeff Ravech et David Knorr pour la collaboration sur les anti-CT la 4. Et voilà, j'ai terminé avec cette présentation. Merci beaucoup, Lucas. C'était vraiment très intéressant, extrêmement complet. Donc, encore merci. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a une dizaine de minutes si vous avez des commentaires, des questions Ouais, j'espère que ce n'était pas trop long. Non, non, c'était parfait. Non, c'est très bien. N'hésitez pas à lever la main hein, si vous avez des questions. Moi, j'en ai. Fix, j'imagine que tu en as aussi. Vas-y, commence. Hein. Non, non, mais je vois qu'il y a des caméras qui s'allument, donc n'hésitez pas. Hein. Michael, je sais pas si tu... Ouais, mais je ne sais pas comment lever la main. Alors. Non, faut Je venir. vais, Hein. je On n'est vais pas... parler directement. Ouais, il faut. Bah déjà, félicitations pour la présentation. Franchement, c'est vrai que les HEV, pour moi, c'est un domaine assez nouveau et franchement, c'était très agréable à suivre. Et je trouve que même la plupart des questions qui me venaient spontanément, tu y répondais au fur et à mesure. Donc, c'était vraiment une super présentation. Merci. C'est pas une question complètement formée, mais en gros, tu nous as montré donc effectivement l'effet des nouveaux anti-CTLA4 FC Engineered. Et puis au début, tu nous as parlé effectivement du rôle des cellules dendritiques dans le maintien de la différenciation des HEV. Et je me suis demandé, en fait, finalement, est-ce que tu ne penses pas qu'il y aurait la possibilité que via finalement les interactions entre les Treg et les DC, peut-être que c'est là que se joue la clé de ton effet, peut-être pas forcément sur les TH1. Ouais, c'est quelque chose de possible. Et en fait, malheureusement, on était techniquement limité. C'est quand il s'agit d'aller disséquer des effets qui sont dépendants des T-conv, c'est toujours très compliqué d'aller distinguer ce qui résulte, enfin, ce qui est dépendant du Treg lorsqu'ils sont affectés eux aussi, et ce qui résulte vraiment proprement du T-conv. Donc c'est vrai qu'on n'exclut pas un effet direct, parce qu'il y a des événements de déplétion des Tregs qui ont lieu. Donc on peut imaginer que tout ce qui relève du Treg est peut-être aussi impliqué dans la réponse. Nous, on privilégie un peu la piste des CD4 parce que ce que je n'ai pas montré, parce que je voulais quand même que la présentation ne soit pas trop longue, c'est qu'il y a tout un tas de molécules, notamment l'interféron gamma, les lymphotoxines, le TNF,
qui sont connus pour être impliqués dans la reprogrammation de ces cellules endothéliales. Et donc ça, on pense quand même qu'il y a plus de chances que ça provienne des TH1-like. Après, c'est vrai qu'il y a tout un tas d'états transitoires des Treg, les TH1-Treg, il y a tout un... Mais d'ailleurs, je pense qu'il y avait une présentation il n'y a pas longtemps sur cette plateforme sur des TH1-Treg ou quelque chose comme ça. Ouais, Donc, ça devait être la mienne, du coup. ah, mais voilà, il me semble que je l'avais vu. Euh, donc ça, non, c'est difficile de répondre à ce niveau-là. On Est-ce que privilégie du coup, il y a des la données sur sur les HEV dans les tumeurs avec des modèles pour le coup de déplétion de Treg, typiquement, il y a les souris FOXP3 DTR ou des choses comme ça? Et oui, et donc on va retrouver la même chose, mais le souci, c'est que le problème se pose également. C'est-à-dire que dans le modèle FOXP3-DTR, ça a été vu aussi, on a un remodelage des vaisseaux qui se fait, mais le problème, c'est que de manière concomitante, on a aussi l'expansion des T-conf et des CD8 et un certain nombre d'autres événements qui arrivent. Donc à la fin, c'est très complexe de disséquer qui fait quoi et à quel moment. Donc ça reste une question ouverte et malheureusement, on ne sait pas. Voilà. Mais après, c'est sûr que ce qui nous pourrait peut-être nous aider, c'est des expériences de co-culture, par exemple in vitro. Alors, c'est très compliqué de cultiver les HEV in vitro parce que le phénotype, il est plastique, il est fragile, donc on le perd vite. Mais c'est vrai que sur la base de la biologie des cellules endothéliales, on sait que les CD4, T-conv, ont plus de rôles connus dans la régulation des vaisseaux. À l'inverse, un Treg, en termes d'effet direct, c'est moins décrit, mais ça reste tout à fait possible. Voilà, ça c'est sûr que il y a encore des étapes, des liens dans le mécanisme qui nous manquent. Je peux peut-être poser une question? Ouais. Bien sûr. En fait, donc j'ai deux petites questions, une pour rebondir sur les décès. Est-ce que vous avez une idée de quelle sous-population de décès pourrait être impliquée? Mais je sais qu'il y a eu un papier tout à fait récent, il me semble il est publié maintenant, qui a caractérisé justement une sous-population de décès infinitésimale dans les tumeurs qui expriment le LT-bêta et RORC d'ailleurs. Ce qui est intéressant. Et dans une deuxième question, donc savoir si vous avez une idée pour ça, sur les sous-pop. Et enfin, finalement, la question, c'est est-ce que vous avez vu dans vos modulations de HEV, des THEV, une apparition ou une structuration de structure lymphoïde tertiaire autour de ces HEV? Alors, bah, c'est deux très bonnes questions. Donc, pour la première question, sur la régulation des CHEV par les cellules dendritiques, chez la souris, dans les modèles murins, et c'est un peu comme les TLS que tu évoques, en général, ils sont un peu immatures. Donc, on ne sait pas à quel point, finalement, ils peuvent permettre de reproduire ce qu'on voit chez les patients, ou pour le coup, c'est plus mature, c'est plus développé, ça ressemble plus à des vaisseaux achevés de ganglions. Donc, pourquoi est-ce que j'explique ça? C'est parce que dans les modèles, le vaisseau achevé, il est dépendant des lymphocytes T. Mais ça ne veut pas dire que chez les patients, les cellules dendritiques, elles ne sont pas appliquées. Et nous, notamment, ce qu'on avait pu voir, ce que le labo avait montré il y a plusieurs années, c'est que la quantité de cellules dendritiques, elle est très fortement corrélée à la quantité de vaisseaux achevés, en tout cas dans les tumeurs de cancer du sein. Et il y a notamment des clusters de cellules décélantes positives. Donc, pour ceux qui s'y connaissent un peu sur la biologie des décès, et je pense que c'est ton cas, il y a tous les travaux de Myriam Errad sur les MREG d'ici. Donc, le marqueur majeur, c'est donc le gène LAMP3, mais qui est décélante. Nous, c'était justement ces cellules-là qu'on suivait. Et ce qu'on avait pu voir, c'est qu'il y avait les clusters de cellules décélantes qui étaient proches des vaisseaux achevés, ce qui laisse penser que ça peut être des régulateurs importants à un moment donné dans les tumeurs, au moins chez les patients. Il y a eu récemment d'ailleurs, alors je ne crois pas que ce soit publié, c'est un préprint de Raphaël Matthews, un postdoc chez Maria Merad, qui s'est intéressé au rôle des CDC1 dans la régulation des TLS. Donc lui, il propose que justement ces CDC1, via des voies dépendantes de la lymphotoxine, mais pas que, seraient importantes. Donc on peut imaginer qu'on a des DC1 qui favorisent à un moment ou à un autre le phénotype achevé dans la tumeur. En ce qui concerne la question des TLS, évidemment, les vaisseaux achevés, ils sont fortement associés au TLS. Donc le TLS, moi, c'est ce que quand j'évoque le TLS, je pense plutôt aux agrégats et aux follicules de lymphocyte B. Donc j'associe plus à la réponse B. Ce qui est important de noter, c'est qu'il y a aussi des niches T avec beaucoup de cellules dendritiques où il n'y a pas forcément de lymphocyte B. Et on va retrouver là aussi des vaisseaux achevés. Donc nous, c'est un message qu'on aime bien faire passer, c'est que quel que soit la type de structure immunitaire, que ce soit un TLS avec du B ou que ce soit quelque chose plutôt orienté T, en général, on trouve les vaisseaux achevés dans les deux cas. Donc, ils sont probablement importants pour l'induction de ces niches ou en tout cas pour leur maintien. Ce qui serait intéressant, c'est de regarder si
quand tu modules positivement les HEV et qu'il y en a beaucoup plus, si les structures lymphoïdes qui apparaissent, par exemple, tu as une expansion clonale CD8 ou quelque chose comme ça, Ouais, autour, dans alors, cette zone-là. ouais. Alors nous, dans nos modèles, en fait, on voit pas de TLS. C'est-à-dire qu'il n'y a pas enfin, pas Mm. de véritable TLS mature avec un joli follicule B. Mais par contre, il y a d'autres groupes depuis qui l'ont démontré dans des modèles un peu plus sophistiqués où là, effectivement, quand tu modules l'axe LTBTR, par exemple, la modulation de vaisseau achevé va être associée à une induction de TLS. Donc ça fait D'accord. parfaitement sens parce que si on réfléchit à l'organogénèse des tissus lymphoïdes, qui est en quelque part la référence pour le TLS, au départ, ça se passe au niveau des vaisseaux. Tout commence par un remodelage des vaisseaux lymphatiques aussi. Donc ça, quelque part, ça paraît logique d'aller, si on agit sur les vaisseaux et qu'on induit ce phénotype achevé, ça sera probablement une bonne manière d'induire des TLS. Ok, merci. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci pour cette discussion. Moi, j'ai une petite question du coup. Pour reprendre ma casquette de spécialiste des maladies auto-immunes, donc tu as évoqué au départ que ces achevés ils étaient présents dans les maladies auto-immunes et on aurait plutôt envie de les détruire hein, dans les maladies auto-immunes pour diminuer l'infiltrat dans la synoviale, par exemple. Ces choses-là, ça n'a pas été beaucoup étudié dans les maladies auto-immunes. Et je me demandais, on a un agoniste de CTLA4, qui est CTLA4 IG, mais si on en croit ton raisonnement, il ne devrait pas fonctionner, a priori, puisque toi, c'est pas un effet via inhibition de CTLA4, mais c'est un effet via l'EFC qui, je ne sais pas très bien si c'est une déplétion de certaines cellules ou un effet d'activation Et l'autre question, c'est est-ce que tu as une idée de si ça fonctionne par l'activation du FC sur des cellules myéloïdes comme les monomacros ou d'autres cellules qui ont des FC? Est-ce que tu as prévu de regarder un petit peu si ça passait par ce type de cellules? Oui, effectivement. Donc, l'effet est assez complexe et je pense que ça se fait en deux temps. Et en réalité, je pense qu'il y a une partie de la réponse qui est dépendante du blocage du checkpoint. Donc, ça, c'est des choses que j'ai pas évoquées par souci de temps. Mais en fait, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le ganglion drainant au cours du traitement, ce qu'on voit, c'est que cette population ICOS, elle est déjà induite dans le ganglion mais elle n'a pas le phénotype TH1 complet. C'est-à-dire qu'elle exprime fortement ICOS, mais elle n'exprime pas Tibet. L'expression de Tibet et la production d'interféron gamma, elle se fait qu'au niveau de la tumeur. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'expansion et l'induction de ICOS, elle est FC indépendante. Donc ça se fait dans le ganglion et c'est dû au blocage du checkpoint. Donc moi, je pense qu'il y a un effet en deux temps, où premièrement, on a un priming initial de la population CD4 ICOS positive, probablement, elle est ensuite recrutée à la tumeur. Et c'est au sein du micro-environnement tumoral qu'il va y avoir la maturation finale et l'induction de Tibet. Et je pense que c'est à ce niveau-là que l'effet FC dépendant rentre en jeu. On a peut-être une stimulation FC dépendante de macrophages de décès qui vont relarguer certains facteurs ou qui vont co-stimuler les CD4 et permettre leur maturation finale. C'est comme ça que je résoudrai un peu ces observations complexes. Mais bon, à ce stade, il y a beaucoup de questions ouvertes. De nouveau, le mécanisme fin complet, on le tient pas. Mais Une voilà. façon d'y répondre qui pourrait être intéressant, si ton hypothèse est vraie, il ne devrait pas y avoir de toxicité de l'immunothérapie, puisqu'il y a un effet que intratumoral, il ne devrait pas y avoir d'effet en dehors de la tumeur, s'il y a une activation que locale. Est-ce que tu peux regarder, retourner aux données avec Caroline, Robert, pour voir si c'est prédicteur ou pas de la toxicité? À ce moment-là, ça validerait ton hypothèse de manière assez élégante, tu vois. Oui, non, c'est vrai, ouais, ça pourrait être intéressant de procéder ainsi. Le seul point peut-être que je verrai en limite, c'est que là, on se focus uniquement sur le CD4, mais l'anti-STELA4 a d'autres effets au-delà des CD4. C'est-à-dire qu'on va aussi agir directement sur les CD8. On a une expansion clonale, on prime de nouveaux clones, donc peut-être qu'eux aussi sont responsables des toxicités. Les tox, ouais. Ouais, donc, mais ouais, non, c'est sûr que ça mériterait particulier sur les échantillons de patients. C'est vrai que chez Jean-Philippe, on faisait beaucoup de souris, on était en tout cas à l'époque où j'y étais. Et je pense que ça ferait pas mal de repartir maintenant un peu plus sur les analyses patients. Mais c'est relativement facile à faire, tu vois, de regarder quel est l'impact sur la tox. Est-ce que Bien sûr. c'est le même ou que l'efficacité ou pas, en fonction de repartir de tes groupes.
achever plus, achever moins, mais de regarder votre taux de toxicité Ouais. avec Caroline, c'est toujours intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans les auditeurs? Merci d'avoir été aussi nombreux à nouveau. Discussion super riche. Merci à tous Merci beaucoup. pour les discussions. Oui, merci beaucoup. Merci encore Lucas hein, pour ce super topo. On espère te revoir pour les discussions et pour les prochaines éditions. Au mois de décembre, je vous tease un peu le mois de décembre, on va discuter d'une petite révolution, puisque a priori les maladies inflammatoires du type 6 ne sont pas des maladies auto-immunes, mais il semblerait qu'elles soient sensibles au CAR-T-cell C19, puisque la très fameuse équipe d'Erlangen a traité un patient atteint de rectocolite hémorragique avec des anticorps bêta 6, alpha V bêta 6, et a entraîné une réponse, alors qu'elle avait comme alternative la colectomie totale, a entraîné une réponse intéressante, alors que le patient était réfractaire à un bispécifique CD3, CD19. Donc on va aborder ce sujet-là et avoir une discussion, je l'espère, riche autour du rôle des lymphocytes B dans les NIKI, Ouais, ce qui n'était pas du tout anticipé attendu. jusqu'à C'est présent, marrant. sauf par certains, Ok. qui j'espère seront présents, qui avaient étudié ça au Mont Sinai il y a quelques années, notamment Mathieu Huson de Mondor. Donc voilà, donc on verra, je pense que ce sera une discussion intéressante. L'article sera présenté par un des gastro-entérologues du CETRE, mais je pense que la discussion ne sera pas très immunologique, hein, le papier en lui-même, mais je pense que la discussion autour sera intéressante. Voilà, voilà. Eh ben, bon après-midi et Merci à bonne tous. journée. À bientôt. Bon après-midi. Ciao. Au revoir. Merci à tous. Merci Au revoir. Lucas. À Merci. plus. Merci, au revoir. Au revoir.